Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Éloge Divin, les méchants. Merci d'écouter la radio publique africaine. Bonsoir et bienvenue dans le journal de ce 15 décembre 2025. Tout de suite, les principaux titres. Le mois de novembre 2025 a été marqué par plusieurs cas de tuerie, selon l'organisation Ligue ITK, qui dénombre dans son rapport mensuel consacré aux différentes violations des droits humains plus d'une quarantaine de personnes tuées. Et puis, plus de 2000 réfugiés congolais installés au chef-lieu de la commune de Rumongue peinent à survivre. Ces réfugiés n'ont reçu aucune aide depuis leur arrivée. Vous entendrez en détail leur situation dans ce journal. Et enfin, la pénurie persistante du carburant s'aggrave ces derniers temps à Mérido-Bujumbura après que l'alternative de s'approvisionner à Uvira n'est plus possible suite à la fermeture de la frontière burundo-congolaise. Voilà pour les titres. Le développement, c'est dans quelques instants. Oh bonsoir, sécurité pour démarrer ce journal. Plus de 40 personnes ont été tuées, une dizaine ont été victimes de violences sexuelles et 2 autres ont été portées disparues au cours du mois de novembre 2025. Ces faits ont été révélés par l'Organisation de défense des droits humains au Burundi, Ligue ITK, dans son rapport mensuel. Selon cette organisation, les auteurs présumés de ces exactions seraient des Imbonerakure et certains membres des forces de sécurité de l'État. Les détails avec Danny Claire, il a trouvé. Selon un rapport publié par la Ligue ITK, organisation burundaise de défense des droits de l'homme, des atteintes aux droits humains ont continué d'être enregistrées au Burundi au cours du mois de novembre. Le rapport fait état de 42 personnes assassinées survenues dans différentes provinces du pays durant la période considérée. Il mentionne également 2 cas d'enlèvement ainsi que 2 autres personnes torturées. Par ailleurs, la Ligue ITK rapporte que 11 personnes ont été victimes de violations sexuelles, parmi lesquelles figurent 5 filles, dont 4 mineurs, conformément aux données contenues dans le rapport mensuel de novembre 2025. L'organisation signale également 6 arrestations opérées en dehors du cadre légal, constituant des arrestations arbitraires. Sur le plan territorial, la province de Gitega enregistre le plus grand nombre de cas avec 21 violations documentées, suivies de Bujumbura et du Burunga, qui comptabilisent chacune 14 cas. La province de Butanyerera recense 8 cas, tandis que la région de Buhumuza présente le nombre le plus faible avec 4 cas signalés. D'après la Ligue ITK, les auteurs présumés de ces violations sont notamment des Imbonerakure, certains agents des forces de l'ordre, ainsi que des personnes dont l'identité n'a pas pu être établie. Dans ses recommandations, la Ligue ITK invite le gouvernement de la République du Burundi à renforcer les mécanismes de protection des droits humains, en particulier le droit à la vie, la protection des citoyens contre toute forme de violence, ainsi que le respect des libertés fondamentales. L'organisation appelle en outre les autorités compétentes à adopter des mesures effectives visant à lutter contre l'impunité, en veillant à ce que toute personne présumée responsable de violation des droits de l'homme soit traduite en justice. Enfin, la Ligue ITK recommande à l'État burundais de s'abstenir de toute ingérence dans les activités économiques motivées par des intérêts particuliers et de promouvoir des politiques orientées vers la défense de l'intérêt général et le bien-être de l'ensemble de la population. Et la radio publique africaine a répertorié 3 cas de personnes assassinées au niveau de 2 provinces du pays durant la semaine dernière. Parmi ces personnes, 2 ont été découvertes mortes, tandis qu'une autre a été tuée suite à un conflit banal. Emmanuel Ndaïchimier nous en dit plus.
Deux personnes ont été tuées dans la province de Butanyerera la semaine écoulée. Le premier est un corps sans vie d'un homme qui a été découvert sur la colline Rosogoti, zone et commune Ngozi, mardi dernier. Nos sources en Ngozi indiquent que le corps était en état de décomposition et qu'il n'a pas été identifié. Les administratifs et les forces de l'ordre en commune de Ngozi ont donné l'ordre de les enterrer. La deuxième personne tuée dans la province de Butanyerera est un certain Leonidas Buchumi. Il a été tué dans une bagarre par son camarade suite à un simple conflit de 300 francs qu'il n'a pas remis lorsqu'il était en train de charger leur téléphone chez son camarade dans la localité appelée Kumbaragasa, si la colline Ruhande, zone Nyabihogo de la commune Kayanza, mardi dernier. L'auteur du crime a été arrêté par la police de la ville de Kayanza. Enfin, la radio RPA a appris qu'une troisième personne a été tuée dans la province de Gitega. Il s'agit d'un corps sans vie d'un homme qui a été découvert dans la rivière Mubarazi, zone et commune Muramza, mercredi dernier. Même si certains gens disent que la victime a été emportée par la rivière, d'autres indiquent qu'il n'a pas de bruit pour que la rivière déborde et pensent qu'il a été tué puis jeté à cet endroit. Et je vous le disais en titre, environ 2500 réfugiés congolais installés sur le terrain de football du chef-lieu de la commune de Lumongue, en province de Burunga, vivent dans une situation extrêmement précaire. Depuis leur arrivée, aucune assistance ne leur a été fournie. Ces réfugiés congolais passent la nuit à la belle étoile et sont directement opposés aux intempéries lorsque la pluie tombe. Balthazar Miwolo pour plus de détails. Arrivé au terrain de football situé au chef-lieu de la commune de Lumongue, on trouve des réfugiés congolais rassemblés. On est accueillis par les cris des enfants en prière, tandis que les hommes et les femmes rassemblent leurs bagages. D'autres font des allers-retours à la recherche d'un endroit où déposer les quelques biens qu'ils ont apportés en fouillant. Le terrain de football est tellement plein que certains réfugiés passent la nuit un peu partout sur les routes environnantes. Un habitant rencontré sur place nous raconte les conditions de vie difficiles dans lesquelles vivent ces réfugiés. Ils n'ont absolument pas accès à l'eau potable, car même la Croix-Rouge, qui assurait auparavant la distribution d'eau, n'était pas encore arrivée sur les lieux. Par ailleurs, il n'y a aucune latrine disponible étant donné qu'ils sont installés sur le terrain de football. À cet endroit, on ne trouve qu'une seule latrine de fortune. De manière générale, ils vivent dans des conditions extrêmement difficiles, car ils ne disposent de rien pour se nourrir. Ce même habitant explique que lorsqu'il pleut, les réfugiés rencontrent de sérieux problèmes car la pluie tombe directement sur eux. Il précise qu'ils n'ont reçu aucune tente, faute d'intervention d'une quelconque organisation. Lorsqu'il plaît, la pluie débat directement sur le terrain. Ils ne disposent d'aucune tente car l'OIM ne leur en a pas encore fourni. En cas de pluie, certains tentent de s'abriter sous la tribune existante, tandis que ceux qui n'ont trouvé aucun refuge restent exposés et subissent les intempéries sur place. Les réfugiés congolais continuent d'arriver au chef-lieu de la commune d'Orumongue. 16 bateaux ont accosté apportant d'autres réfugiés et même ce lundi matin, de nouveaux arrivants continuaient d'affluer. Ces réfugiés lancent un appel à toute personne de bonne volonté capable de leur venir en aide car ils sont menacés par la faim. Poursuivons ce journal par la page Société, la pénurie du carburant continue de se remarquer en mairie de Bujumbura et depuis la fermeture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, des conséquences se font plus sentir chez les conducteurs de taxi-voitures œuvrant dans cette localité. Certains expliquent qu'il devient difficile de se procurer du carburant et que les prix ont fortement augmenté sur le marché noir. Les précisions avec Eric Nyonzima. Les conséquences de la fermeture de la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo se font sentir chez les conducteurs de transport public exerçant dans la ville de Bujumbura. Certains des chauffeurs que nous avons interrogés nous ont confié que depuis la fermeture de cette frontière, le travail est devenu difficile. En effet, lorsque le carburant venait à manquer au Burundi, ils avaient l'habitude de s'approvisionner dans la ville d'Uvira en passant par la frontière de Gatumba. La situation n'est pas facile car l'endroit où nous avons l'habitude de trouver du carburant est actuellement fermé. Vous comprenez donc que la vie n'est pas facile. À résumer, il n'y a pas de carburant.
Outre le fait que cette frontière permettait aux transporteurs d'éviter les longues files d'attente pour le carburant, sa fermeture a également entraîné une forte hausse des prix sur le marché parallèle du carburant, comme nous l'explique notre source. Sur le marché noir, le carburant ne manque pas, mais le problème est qu'il y est très cher. Une bouteille d'un litre et demi se bat entre 30 et 35 000. Auparavant, nous avions l'habitude d'aller nous approvisionner à Uvira, car lorsque le carburant était disponible au Burundi, les prix à Uvira restaient abordables. C'est pour cette raison que la majorité des chauffeurs choisissaient d'aller s'y approvisionner afin d'éviter le long files d'attente. La situation est ainsi alors que les fêtes de fin d'année approchent. Je pense que le transport sera un sérieux problème pendant cette période. Les transporteurs estiment que si le gouvernement ne prend pas des mesures appropriées, ils risquent de subir de lourdes conséquences, alors que cette activité leur permet de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur famille. Toujours en page société, un léger mieux s'observe concernant les coupures d'électricité dans certains quartiers de Bujumbura, malgré la garantie du directeur général de la Régie des eaux qui avait promis qu'elle n'allait plus se reproduire. Au niveau de certains quartiers, des coupures électriques subsistent et dans d'autres, il s'observe une amélioration par rapport aux derniers jours. Le point avec Walter Kwizera. La voix est de l'ingénieur Albert Manigomba, directeur de la Régie des eaux. Ici, il était en train d'expliquer aux journalistes et à la population que le problème des coupures d'électricité va être résolu complètement dans une période ne dépassant pas 3 semaines. Aujourd'hui, après un mois et demi, la population exerçant dans la ville de Bujumbura indique qu'il n'y a pas eu un grand changement sur ces coupures d'électricité. Cet habitant témoigne. Au centre-ville, la situation de ces coupures d'électricité est plus compliquée. Chaque heure du matin, nous trouverons de l'électricité, que ce soit sur l'avenue de la Victoire, avenue de la Mission, avenue de l'Amitié jusqu'à la banque KCB et à l'école Stella Matutina. La situation est pareille, pas d'électricité. Un petit léger mieux s'observe dans certains quartiers où parfois ces coupures s'observent de 9h jusqu'à 14h seulement ou encore de 18h à 22h seulement. Néanmoins, les habitants des quartiers comme Nyakabiga, Giza et autres disent qu'actuellement, il y a un léger mieux par rapport au mois passé. L'électricité est disponible actuellement et ce n'est pas comme ces derniers jours. C'est vrai que les coupures s'observent parfois, mais elles ne durent pas longtemps. Mécontent, la population de la ville de Bujumbura demande que ce problème des coupures d'électricité soit vite résolu pour qu'elles puissent exercer facilement leurs activités quotidiennes. Et 60 000 mètres cubes d'eau potable par jour seront bientôt ajoutés à l'approvisionnement de la ville de Bujumbura grâce à une nouvelle station de traitement dans le cadre du projet d'accès à l'eau potable et à l'assainissement, PAEPA en sigle. Ce projet a été récemment approuvé par le groupe de la Banque mondiale pour améliorer l'accès à l'eau et à l'assainissement au Burundi. Bin Karondo nous en dit plus. Comme indiqué dans un communiqué sorti ce lundi par la Banque mondiale, après plus de 15 ans d'absence, le groupe de la Banque mondiale fait son retour dans le secteur burundais de l'eau. Ce projet, soutenu par un don de 80 millions de dollars, vise à transformer l'accès à cette ressource vitale pour des centaines de milliers de personnes capables de fournir 60 000 mètres cubes d'eau potable par jour. Ce projet sera bientôt opérationnel dans la capitale économique. Au total, 615 000 Burundais à travers le pays gagneront un accès à l'eau potable. À Bujumbura, 490 habitants bénéficieront des raccordements fiables directement à leur domicile. Parallèlement, 55 000 personnes vivant en milieu rural verront leur accès à des services d'assainissement de base. Ce retour de la Banque mondiale intervient alors que le Burundi continue de faire face à d'importants défis en matière d'accès à l'eau et à l'assainissement, notamment dans les zones rurales particulièrement mal desservies. Et les effets de changement climatique exercent une pression croissante sur des infrastructures souvent fragiles. Ce projet contribuera aussi à améliorer les performances de la Régie des eaux, à réduire les pertes d'eau et à soutenir les opérations
opérateurs privés fournissant des services dans les communautés rurales. Enfin, ce projet constitue une pierre angulaire pour l'amélioration de la santé publique. Un assainissement de base adéquat, combiné à accès fiable à l'eau propre, est la stratégie la plus efficace pour prévenir les maladies hydriques. Actualité liée à la culture et au sport à présent, la culture est l'une des manifestations importantes de l'amour pour la nation. L'unité et la cohésion, quant à elles, permettent de réaliser toutes les ambitions d'une communauté. Tels sont les propos de jeunes et de sages qui ont participé à la fête de Muganuro, organisée ce dimanche par des Burundais vivant en exil au Rwanda. C'est un reportage signé Janvier Ninina Adzwe. Les cérémonies de célébration de la fête traditionnelle du Muganuro ont été caractérisées par le partage d'aliments et boissons traditionnels et agrémentées par les différentes chansons et danses de la culture burundaise. L'un des jeunes qui a pris part aux dites cérémonies indique qu'il a apprécié la persistance de l'unité et de la cohésion des Burundais partout où ils se trouvent. Ce que j'ai remarqué et apprécié, c'est que les Burundais restent unis quoi qu'ils se trouvent en exil. Cette fête traditionnelle de Muganuro a fait que pas mal de Burundais venus de différentes provinces et localités se rencontrent. Pour moi, j'ai été convaincu que même si nous étions désespérés suite à notre situation de réfugiés, l'unité et la cohésion nous permettront à regagner notre pays. Si des gens peuvent se rencontrer grâce à une même cause, cela signifie que tout est possible. Chez les sages, l'appréciation est la même. Dr Alphonse Rugambarara salue l'attachement de la jeunesse à leur identité et culture. Ici, on a vu que les jeunes ont pris leurs responsabilités vis-à-vis de leur culture, qu'ils ont ramené la commémoration de Muganuro pour montrer, s'exhiber en montrant réellement leur attachement à leur culture, à leur identité. C'est extrêmement important et c'est ce que je dirais que j'ai gagné ici aujourd'hui. Ça nous a rendus tous très contents et on peut remercier vraiment ces jeunes qui ont pris cette initiative pour rappeler aux Burundais, même dans l'exil, qu'il ne faut pas oublier sa culture, qu'il ne faut pas oublier son identité. Les cérémonies de la fête traditionnelle de Muganuro étaient organisées dans les enceintes de la maison Shalom à Kigali au Rwanda. Elles ont débuté vers 11h30 avec le retentissement du tambour burundais. Et dernière nouvelle de ce journal, le 21 décembre 2025, débutera au Maroc la Coupe d'Afrique des Nations de football, 35e édition. 24 pays répartis en 6 groupes s'affronteront jusqu'au 18 janvier 2026, date de la finale. Dans nos éditions, nous allons vous présenter jour après jour l'historique de ces 24 pays. Ce lundi, nous commençons par le groupe A, composé du Maroc, du Mali, des Comores et de la Zambie. Plus de détails avec Désiré Atungimana. Dans ce groupe A, commençons par le Maroc, les Lions de l'Atlas et pays hôtes. Le Maroc est un grand pays de football africain, voire mondial. Il dispose des grands joueurs qui évoluent dans de grands clubs, surtout en Europe. À titre d'exemple, on peut citer Achraf Hakimi du Paris Saint-Germain, même si sa participation à la CAN reste problématique suite à la blessure contractée contre le Bayern en Ligue des Champions, Brahim Diaz du Real Madrid, Mazraoui de Manchester United, sans oublier le gardien Yassine Bounou et bien d'autres. Cette équipe qui a atteint les demi-finales de la précédente Coupe du Monde est parmi les grands favoris de cette CAN. Lors de la dernière édition, le Maroc de Walid Regragui a été éliminé en 8e de finale, une prestation qui a déçu plus d'un. La seule CAN gagnée par le Maroc, c'était en 1976 en Éthiopie. 50 ans après, les Marocains espèrent faire mieux chez eux. La deuxième nation de ce groupe A est le Mali, les Aigles. Le Mali est un pays de football, mais malheureusement, il n'a jamais gagné la CAN. Ce pays compte plusieurs joueurs évoluant surtout en France. Pendant cette CAN, il doit compter sur Yves Bissouma de Tottenham et Mamadou Sangaré de Lens, premier au classement en France, et du gardien Djigui Diala qui brille à Young Africans en Tanzanie. Le Mali, qui n'a pas encore gagné la CAN, peut se qualifier pour le deuxième tour, mais il ne figure pas parmi les grands favoris de cette 35e édition. Le troisième pays de ce groupe A est la Zambie, les Chipolopolo. La plupart des joueurs de la Zambie jouent dans le championnat local et en Afrique du Sud. Elle compte quelques joueurs évoluant en Europe, mais dans des divisions inférieures. Les Chipolopolo ont gagné la CAN 2012.
Ils se sont imposés face à la Côte d'Ivoire de Didier Drogba par 8 tirs au but à 7. Pour cette année, la Zambie ne figure pas parmi les favoris. Le quatrième pays de ce groupe est une île de l'océan Indien. Il s'agit des Comores, les Coelancantes. Nombreux de ces joueurs vivent et jouent en France dans des équipes amateurs. Les Comores ont été agréés par la CAF en 2000 et par la FIFA en 2005. En 2001, elles se sont qualifiées pour la CAN et vont cette année jouer leur deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Les Comores ne sont pas favoris pour cette CAN 2025. Sachez que la première CAN s'est déroulée en 1957 au Soudan. 3 nations, à savoir le Soudan, l'Éthiopie et l'Égypte, ont pris part à cette compétition et la 4e, qui était l'Afrique du Sud, a été disqualifiée à cause de l'apartheid. Cette première édition a été remportée par l'Égypte, qui est d'ailleurs le pays le plus titré avec cette trophée. La Côte d'Ivoire est le champion en titre. Et voilà, chers auditeurs de la Radio Publique Africaine, c'est par ce reportage au Désiré Atungimana que le journal de ce 15 décembre 2025 se termine. Merci pour votre écoute. Je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation, vous étiez avec Eloge Divin Remécha. Je vous souhaite une excellente soirée.